Détaillons coupe par coupe l'échographie de base de l'épaule, de sa face antérieure à sa face postérieure. Nous visualiserons ici les coupes physiologiques de chaque structure. Commençons par l'étude du tendon du long biceps. Le plus simple pour situer ce tendon est de démarrer par une coupe transversale, assez médiale, au niveau de la gouttière bicipitale. On retrouve le tendon du long biceps en section transversale, donc de forme ovalaire. On balaye cette portion verticale du long biceps jusqu'en distalité. La visualisation du tendon du grand pectoral marque la jonction myotendineuse du long biceps. Puis jusqu'à la partie la plus proximale. L'orientation du tendon change au sommet de la tête humérale, s'horizontalise et se confond avec le labrum au sommet de la glène. La sonde change donc d'inclinaison pour suivre le changement d'orientation du tendon. En coupe transversale physiologique, le tendon du long biceps est homogène, apparaît hyperéchogène par rapport aux structures avoisinantes, quand l'anisotropie est bien gérée, avec la sonde perpendiculaire à la structure. Il ne présente pas d'inhomogénéité ni d'épanchement majeur au niveau de la gaine. Après avoir balayé l'intégralité du tendon du long biceps en coupe transversale, on effectue une rotation horaire à 90 degrés pour le visualiser en coupe longitudinale. On retrouve un aspect homogène et fibrillaire en conditions physiologiques, sans épanchement majeur. Une lame d'épanchement physiologique peut assez fréquemment être visualisée. On balaye bien l'intégralité du tendon en effectuant un balayage de gauche à droite. Puis un balayage de haut en bas pour bien balayer le tendon de sa partie la plus proximale à sa partie la plus distale. Poursuivons avec le tendon subscapulaire. Nous restons sur la face antérieure de l'épaule pour visualiser cette fois-ci le tendon du subscapulaire. Il passe sous le processus coracoïde de la scapula et vient s'insérer sur le petit tubercule de l'humérus. Pour bien le dégager, on demande alors une rotation externe du bras du patient et on visualise le tendon en coupe longitudinale jusqu'à son insertion sur le petit tubercule de l'humérus. En conditions physiologiques, le tendon doit présenter un aspect fibrillaire, homogène, sans ananéchogène ou hypoéchogène, pas d'épaississement et pas d'épanchement. Comme pour toute analyse échographique, on pensera à réaliser des translations à plat pour balayer le tendon de haut en bas, ainsi que des translations sur la tranche pour bien l'analyser de son bord médial sous le processus coracoïde jusqu'à son bord latéral et son anthèse qui prend naissance sur le petit tubercule de l'humérus. Les manœuvres dynamiques de rotation externe puis interne de l'épaule et du bras permettent de visualiser le passage du subscapulaire sous le processus coracoïde et ainsi mettre en évidence un éventuel conflit ou une bursite qui n'existe pas ici en conditions physiologiques. Toujours dans le compartiment antérieur de l'épaule, poursuivons avec le ligament acromio-coracoïdien. Après avoir visualisé le tendon du subscapulaire, partons à la recherche du ligament acromio-coracoïdien tendu entre l'acromion et le processus coracoïde de la scapula. Pour cela, on positionne le côté interne de la sonde sur le processus coracoïde, puis on la pivote par rapport à la position précédente jusqu'à se positionner dans le plan du ligament et le visualiser à l'image. On peut ici aussi effectuer des manœuvres dynamiques de rotation interne et externe sur une coupe longitudinale, puis sur une coupe transversale en effectuant une rotation horaire à 90 degrés de la sonde. En conditions physiologiques, le ligament doit rester homogène, ne pas bomber lors de manœuvres dynamiques, ce qui peut se produire lors d'une bursite sous-acromio-deltoïdienne ou lors de tendinites calcifiantes, et ne pas présenter de remaniement ou d'épaississement. Toujours dans le compartiment antérieur de l'épaule, on remonte notre sonde pour aller visualiser l'articulation acromio-claviculaire. On positionne la sonde en coupe longitudinale de l'articulation acromio-claviculaire. On visualise alors le ligament acromio-claviculaire supérieur et la capsule. En conditions physiologiques, ce ligament doit être homogène, non épaissi, bien tendu entre l'acromion et la clavicule. Une douleur au passage de la sonde sera en faveur de l'atteinte de l'articulation acromio-claviculaire d'origine dégénérative ou post-traumatique. En conditions physiologiques, on ne doit pas visualiser de diastasis lors de manœuvres dynamiques qui seront présentées dans la vidéo de l'échographie en conditions réelles.
Comme pour toute structure en échographie, on la visualise dans 2 plans de coupe. On passe donc en coupe transversale en effectuant une rotation de 90 degrés horaires pour obtenir l'articulation et le ligament acromioclaviculaire en coupe transversale. Poursuivons par l'analyse du tendon supraépineux. Comme nous l'avons vu lors des rappels anatomiques, le tendon supraépineux a une insertion verticale après son passage au niveau postérieur dans la fosse supraépineuse. C'est pourquoi la position de la sonde sera elle-même très verticale pour obtenir la coupe longitudinale de ce tendon. Nous verrons lors de l'échographie en conditions réelles que la position du patient pour dégager au maximum le supraépineux fera varier la coupe que nous vous montrons ici. Pour avoir la certitude d'être bien longitudinal au tendon, on peut se repérer par rapport aux fibres du muscle deltoïde en superficie du supraépineux qui doivent être bien parallèles. En conditions physiologiques, le tendon est homogène, fibrillaire, hyperéchogène par rapport au deltoïde. Il ne présente pas d'épaississement et on ne visualise pas d'épanchement. On balaie la sonde en translation à plat pour bien le visualiser de sa portion médiale à sa portion latérale. On visualise également le cartilage, structure hypoéchogène, entre l'humérus et le tendon supraépineux. Comme nous l'avons vu lors des rappels anatomiques, le tendon supraépineux a une insertion verticale après son passage au niveau postérieur dans la fosse supraépineuse. C'est pourquoi la position de la sonde sera elle-même très verticale pour obtenir la coupe longitudinale de ce tendon. Nous verrons lors de l'échographie en conditions réelles que la position du patient pour dégager au maximum le supraépineux fera varier la coupe que nous vous montrons ici. Après l'analyse en coupe longitudinale, on effectue une rotation de la sonde à 90 degrés en sens anti-horaire pour effectuer la coupe transversale du tendon supraépineux et analyser ses fibres et d'éventuelles anomalies détectées sur la coupe longitudinale. Passons à présent à l'étude de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. En superficie du tendon supraépineux, on visualise la bourse sous-acromio-deltoïdienne. En conditions physiologiques, cet espace est très fin, inférieur à 2 mm. En conditions pathologiques, un épanchement pourra être visualisé, voire une prise de signal Doppler, témoin d'une inflammation. Nous détaillerons ces points dans le chapitre dédié aux pathologies. Poursuivons avec l'intervalle des rotateurs. On termine l'analyse de la face antérieure de l'épaule par la visualisation de l'intervalle des rotateurs composé de 3 éléments. Le tendon supraépineux latéralement, le tendon du long biceps au centre et le tendon subscapulaire médialement. On peut visualiser cet intervalle en dynamique pour s'assurer qu'il n'y a aucun conflit lors de la mobilisation de l'articulation. Passons ensuite au tendon infraépineux. Nous passons à l'étude postérieure de l'épaule avec pour commencer l'analyse du tendon infraépineux. Le tendon infraépineux a une insertion plus postérieure et beaucoup plus horizontale sur l'humérus que le tendon supraépineux. La position de la sonde sera donc elle-même beaucoup plus horizontale pour obtenir une coupe longitudinale du tendon infraépineux. Après avoir réalisé la coupe longitudinale de l'infraépineux, je réalise une rotation de sonde à 90 degrés en sens horaire pour l'obtenir en coupe transversale. On constate l'aspect fibrillaire du tendon, l'absence de zone hypoéchogène et l'absence d'anthésopathie. Le tendon de l'infraépineux apparaît toujours plus fin et plus hypoéchogène que celui du supraépineux. Passons maintenant à l'étude de l'articulation gléno-humérale sur la face postérieure de l'épaule. On positionne pour l'étude de la face postérieure de l'épaule et de l'articulation gléno-humérale la main de la patiente sur son épaule opposée pour dégager au mieux l'articulation gléno-humérale. On rajoute de la profondeur d'exploration car les structures à visualiser ici seront plus profondes que ne l'était le tendon infraépineux. On retrouve à l'image de latéral à médial, la tête humérale, la glène et le labrum entre les deux. Nous poursuivons avec l'étude de la fosse spinoglénoïdienne. On retrouve la fosse spinoglénoïdienne sous l'épine de la scapula et en regard de la glène. C'est notamment le lieu de passage du nerf suprascapulaire et donc une zone à analyser a fortiori lorsque le tableau clinique du patient peut orienter vers une pathologie de ce nerf. Passons maintenant à la fosse supraépineuse. Après la visualisation de la fosse spinoglénoïdienne, nous pouvons remonter la sonde en proximale pour aller visualiser la fosse supraépineuse. On effectue également une rotation anti-horaire de la sonde
afin de se placer en coupe longitudinale du muscle supraépineux ainsi que du muscle trapèze en superficie de ce dernier. Une bonne méthode pour s'assurer d'être dans un plan de coupe longitudinale de la fosse supraépineuse est de vérifier le parallélisme des fibres du trapèze en superficie et du supraépineux en profondeur. Dans les conditions réelles de l'examen, la main du patient sera placée sur son épaule opposée et par conséquent la sonde aura une position plus verticale que sur la représentation de ce schéma anatomique. Nous le verrons dans le chapitre dédié à l'échographie de l'épaule en conditions réelles. Puis la fosse infraépineuse. Nous terminons l'analyse de la face postérieure de l'épaule par l'étude de la fosse infraépineuse. Pour cela, on descend la sonde par translation à plat par rapport à la position que nous avions pour la fosse supraépineuse. Une bonne méthode pour s'assurer d'être dans un plan de coupe longitudinale de la fosse infraépineuse est de vérifier le parallélisme des fibres du deltoïde qui se trouve en superficie du muscle infraépineux. Tout comme pour l'étude de la fosse supraépineuse, dans les conditions réelles de l'examen, la main du patient sera placée sur son épaule opposée et par conséquent la sonde aura une position plus verticale que sur la représentation de ce schéma anatomique. On retiendra les points clés suivants pour obtenir les coupes de référence de l'épaule. On réalise toujours une étude complète de chaque structure dans les deux plans de coupe, longitudinal et transversal, avec un balayage complet de proximal à distal et de médial à latéral. On pense à bien mobiliser le patient en fonction de la structure à visualiser, avec des positions différentes pour bien dégager chaque structure et des manœuvres dynamiques. On vérifie toujours les réglages fondamentaux de l'échographe pour avoir la meilleure image possible, le gain, la profondeur, la focale, à adapter tout au long de l'examen. On rappelle l'aspect physiologique d'un tendon, homogène, hyperéchogène par rapport à son environnement, fibrillaire, avec une absence de calcification, pas de zone d'hypoéchogénicité ou anéchogénicité, pas d'épaississement ou pas d'épanchement majeur en regard. L'aspect physiologique d'un ligament, un aspect homogène, moins fibrillaire et moins échogène qu'un tendon, pas d'épaississement ou d'épanchement majeur en regard. Et enfin l'aspect physiologique des reliefs osseux, qui doivent être continus dans les deux plans, sinon signe de fracture potentielle. Les remaniements osseux, eux, seront abordés dans le niveau 2.